Ce forum est organisé par Partage Eau, le collectif, et ils ont travaillé depuis 1 an sur une série d'ateliers en collectif citoyen autour de la question de l'eau. Ils ont divisé ces ateliers en 3 thématiques: gouvernance, qui était notre sujet de ce matin, besoins et ressources. L'atelier besoins a proposé cette table ronde autour de donc c'est sur l'agriculture, mais vraiment l'agriculture dans le lien à l'eau, puisque c'est le thème de notre journée. Et la table ronde dure 1h15. Il y aura 1/4 d'heure dédié à vos questions. Le format proposé par le collectif, c'est de collecter des petits papiers qui vous ont été distribués sur lesquels vous pourrez marquer vos questions. Et elles seront ensuite posées par un membre du collectif à nos invités. Et chaque table ronde commence par la présentation d'un membre de l'atelier qui pose un petit peu le cadre ensuite de nos échanges. Je le redirai ensuite à nos intervenants quand je les présenterai. Je vous demanderai d'être concis dans vos réponses. L'expérience de ce matin nous montre que la concision de chacun permet ou non la mise en débat ensuite. Donc on va essayer d'être rendus efficaces tous ensemble pour aller le plus loin possible dans nos échanges, parce qu'on est là au service de nos sujets aujourd'hui. Du coup, je propose d'arrêter mon blabla, comme ça on ne perd pas de temps. Et Claude, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous nous proposez comme restitution là en début de table ronde ? Merci. Eh bien, donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est justement le travail d'un groupe dans un atelier sur l'analyse des besoins. Alors, cette année, on s'est intéressé plus particulièrement à l'agriculture, parce que les autres années, on avait abordé la question de l'empreinte eau au sens général, etc. Là, on s'est dit, il faut peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est pas pour montrer l'agriculture du bout du doigt ou pointer du doigt un secteur un problème particulier. L'an prochain, ce sera sans doute sur l'industrie, peut-être après sur les eaux minérales, par exemple. Mais cette année, donc, on s'est intéressé un peu plus à l'agriculture parce que on s'est dit, ça serait intéressant de savoir un peu quelle est l'empreinte eau de l'agriculture du département. Alors, sachant que c'est compliqué à obtenir, donc on verra que on a utilisé des méthodes qui sont avérées aujourd'hui, plutôt que de partir sur des résultats de recherche qui sont encore l'objet de discussion pour l'essentiel. Et donc aujourd'hui, eh bien, ce qu'on s'est dit, c'est finalement la question de fond, c'est par rapport à l'agriculture telle qu'elle est en place aujourd'hui, et je pense que là, on est en phase avec ce que ce matin l'intervenant de l'Aude a dit. Eh bien, c'est effectivement, est-ce que d'autres modèles sont possibles pour notre alimentation et pour notre agriculture ou pas ? Alors, l'idée n'étant pas de dire il faut aller vers ça, mais c'est de poser les termes du débat pour après voir effectivement est-ce qu'il y a d'autres possibles et est-ce qu'il est pertinent d'y aller, de ne pas y aller, et voir un peu comment on peut poser le débat de cette manière-là. Alors on peut... Ah oui, pardon, non, c'est moi qui ai le truc finalement. Voilà. Alors là, c'est juste un tableau pour montrer que finalement, l'agriculture, on ne va pas le regarder dans le détail parce que l'idée, c'est simplement de lancer la table ronde, mais c'est de dire que ce travail qu'on a fait, c'est en étant conscient que l'agriculture est au cœur de multiples enjeux qui sont évoqués depuis le début de la journée et qui vont d'enjeux économiques à des enjeux d'usage, de réponse à une demande alimentaire. Donc voilà, et nous, on s'est pas mal orienté, on est parti, plutôt que de partir de l'agriculture en tant que telle, on est parti de l'idée de quels sont les besoins alimentaires d'un département comme la Loire et de ses habitants, sachant qu'on s'est calé sur 772 000 habitants, selon les données de l'INSEE, pour essayer de voir justement comment on peut caler ces besoins par rapport aux ressources alimentaires du territoire. Alors, juste pour poser la question de l'eau, alors plutôt en termes d'irrigation par rapport à l'agriculture du département, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de montrer que le canal du Forez, qui est une des particularités du département, eh bien, alimente 50%, alors c'est de l'eau issue de la Loire, au barrage de Grandjean, mais malgré tout, qui est utilisée par l'agriculture, et c'est un peu le poids lourd en matière de ressources, en matière d'irrigation. Ensuite, il y a 30% qui viennent du fleuve Loire par des captages divers. Villeray également, avec une station de pompage qui est dans le barrage vers Saint-Priest-la-Roche. Et puis 16% seulement, j'allais dire, qui proviennent des retenues collinaires. Sachant qu'a priori, on n'a pas de forage de profondeur en grande quantité parce que, comme ça a été dit ce matin aussi, la Loire a la particularité de ne pas avoir, à la différence d'autres territoires, de nappe phréatique importante et continue.
Alors voilà, en gros, sur 232 000 hectares de surface agricole totale, eh bien, il y a 6,5% des surfaces qui sont irriguées. Donc on voit que ça reste malgré tout relativement modeste. Et on voit que c'est réparti entre maïs fourrage, qui est la quantité la plus importante de surface irriguée, autres céréales 3140, maïs grain 1600, enfin voilà, quelques fruits et vignes par rapport aussi à la discussion de ce matin. Alors ça, c'est des chiffres moyens parce que ça peut évoluer d'une année sur l'autre. Alors ensuite, on s'est posé la question, on s'est dit, par rapport au modèle d'aujourd'hui, eh bien finalement, quels peuvent être les besoins en eau? Alors on s'est calé sur un système qu'on pourrait baser de système alimentaire actuel, qui s'appuie sur quels sont les besoins de 770 000 habitants de la Loire, en prenant les rations types qui sont issues de l'INSEE et du CREDOC, qui est l'Observatoire de la consommation. Et par rapport à ces besoins, eh bien, quelles sont les surfaces nécessaires suivant les systèmes de production qu'il y a en place? Alors, on a comparé, c'est ce que vous avez dans la ligne du bas. Alors, on n'a pas voulu vous assommer de chiffres, mais derrière, il y a eu quand même un certain nombre de calculs, de reprises de données statistiques ou autres, de références technico-économiques. Mais donc, le modèle alimentaire actuel, qui est basé en gros sur une consommation actuelle où les légumes et fruits sont relativement peu présents, enfin en tout cas sont pas majoritaires, où on a quand même une consommation de viande relativement importante par rapport à d'autres pays, eh bien c'est justement un besoin en surface agricole qui serait de 247 822 hectares si on veut nourrir toute la population de la Loire avec le système actuel. Alors sachant qu'aujourd'hui en plus, la Loire n'est pas dans cette réponse, l'agriculture de la Loire n'est pas dans cette réponse à une population. Enfin, on n'est pas en autarcie et le but n'est pas d'être en autarcie. Si on a pris la population, c'est pour pouvoir comparer quels sont les besoins alimentaires et quel est le potentiel. Mais c'est clair que l'idée derrière ces simulations et ces analyses, c'est pas de vanter le retour à l'autarcie, qu'on soit bien d'accord entre nous. Mais c'est plutôt de dire si on était proche d'une relative autonomie, eh bien quels sont les besoins. Alors on s'aperçoit que ça dépasse les besoins alimentaire, enfin en surface agricole par rapport à la surface agricole utile du département, pour une raison relativement simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de surfaces qui proviennent, enfin qui fournissent des céréales ou des aliments concentrés pour les élevages, sachant que la Loire est excédentaire par contre en production laitière. Le département exporte autant de lait qu'il ne s'en consomme. Alors ensuite, l'autre modèle alimentaire que l'on a mis en comparaison, eh bien, c'est un modèle qui est relativement classique aujourd'hui. On n'est pas les seuls à faire ces analyses et nos résultats sont concordants avec ce qu'on a pu constater ailleurs. C'est-à-dire, c'est plus de légumes et de fruits, multiplié par 2, voire par 3 la consommation de fruits et légumes dans la ration. C'est moins de viande. Donc, divisé par 2, c'est pas forcément non plus abandonner la viande. Et c'est des systèmes agricoles qui sont plus basés sur la valorisation de l'herbe pour tout ce qui est système d'élevage qui serait toujours présent pour les besoins alimentaires correspondants et des cultures et des surfaces labourables qui seraient plutôt orientées vers la production de céréales ou de production végétale qui sont, je dirais, pour l'alimentation humaine directe. Donc voilà. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, contrairement à une idée reçue, mais c'est ce résultat aussi qui correspond à ce qui a pu être travaillé dans le Grand Lyon, à ce qui a pu être travaillé dans le Rouennais, autour de Clermont-Ferrand, eh bien on s'aperçoit qu'il y a besoin de moins de surface parce que justement il y a une économie de surface par rapport aux aliments, aux surfaces cultivées pour les animaux et pour les élevages. Alors ça, c'est aussi cohérent avec ce qu'on a au niveau national, puisque au niveau national, il y a plus de surface de céréales qui servent à l'alimentation animale qu'à l'alimentation humaine. Ah oui, non, alors, par rapport aux besoins totaux d'eau, alors là, on a multiplié par les surfaces. Alors là aussi, il peut y avoir débat, de toute façon. On est parti sur des références aussi bien issues du BRGM que de travaux d'INRAE, un petit peu partout en France, pour voir quels étaient les besoins. Alors, on est sur des fourchettes moyennement... On est resté sur, pour prendre un exemple, les surfaces en herbe, on est resté sur 3000 mètres cubes par an et par hectare.
Les chiffres qu'on avait trouvés, c'est entre 1800 et 2700, mais on a préféré être un petit peu pessimiste sur le besoin. Pour les maïs, eh bien, on était entre 4500 et 6000 mètres cubes par hectare et par an. Donc là aussi, on est resté sur un chiffre relativement moyen. Enfin voilà, on est parti de références que l'on a aussi pondérées par rapport à ce qu'on peut trouver dans le département. Et il ressort là aussi eh bien, qu'un autre modèle qui est basé plus sur la consommation de production végétale, eh bien, pour faire court, eh bien, serait plus sobre en eau que l'autre système. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée là-dessus, mais ça veut dire voilà, c'est un repère intéressant pour poser un débat et puis se dire quel horizon on se donne par rapport à notre alimentation et notre agriculture de demain. Alors pour terminer, mais là c'est simplement pour lancer le débat, c'est nos réflexions à nous, c'est pour dire que, eh bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme avantages, désavantages selon les systèmes. Eh bien, le premier modèle, effectivement, est bien inséré dans le modèle économique et le maïs est une des cultures qui valorise le mieux l'irrigation. Donc ça, c'est un fait relativement intéressant pour ce modèle-là. Par contre, il est relativement dépendant des importations et des mobilités. Transport, commerce international et des conjonctures internationales. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine. Il pose des problèmes sur la qualité de l'eau par rapport, alors ça a été évoqué aussi ce matin, par rapport à des pesticides ou à des résidus qu'il peut y avoir dans l'eau. Le bilan carbone est plus élevé et également il peut y avoir des problèmes posés sur la biodiversité. Alors que finalement, un modèle qui est plus basé sur des systèmes herbagés, sur des cultures plus respectueuses de l'environnement, valorise les ressources naturelles, favorise la proximité, la biodiversité. Par contre, un des inconvénients, c'est effectivement d'être dépendant directement des ressources naturelles, puisqu'il y a moins d'appel à des ressources, ce qu'on appelle les intrants. Et qu'à ce moment-là, effectivement, par rapport au changement climatique, cela demande peut-être une réflexion encore plus importante que pour l'autre modèle, qui lui aussi sera appelé à évoluer, mais qui dans l'immédiat, pour le moment, arrive à trouver des solutions technosolutionnistes. Voilà, ça reste à discuter, c'est mis dans le débat. Donc voilà, c'était pour poser un petit peu les termes du débat et continuer sur cette question-là. Voilà, c'est quel modèle est possible et alors, est-ce que déjà quel est le débat sur les modèles possibles et puis après, effectivement, comment on y va suivant les modèles choisis. Merci. Pour continuer à poser les termes du débat sur le modèle, et puis j'espère qu'on arrivera à aller jusqu'à comment on y va, comment on fait, et pas est-ce qu'il faut uniquement. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il y a un cadre quand même qui est clair, qui a été posé, c'est toute la raréfaction de la ressource en eau, en tout cas le bouleversement de son cycle en lien avec la question climatique, mais pas que. Et justement, j'ai envie de vous donner la parole maintenant. Valérie Valette, vous êtes experte indépendante, vous avez cofondé le mouvement SOS Loire Vivante et vous êtes aussi la réalisatrice d'un documentaire Dobra Voda qui démontre l'importance fondamentale des petits cycles de l'eau sur le continent et qui pointe les limites de l'agriculture. Alors, il est écrit dans votre bio dominante, on peut dire aussi conventionnelle ou industrielle, ça va dépendre comment on l'appelle, par rapport à la ressource en eau. Du coup, pour compléter sur en quoi l'agriculture est-elle une potentielle réponse que l'on peut apporter aujourd'hui et si oui, sous quelle forme, d'après vos recherches et votre analyse, quelle préconisation on va dire entre la production agricole mais aussi les usages que l'on fait concrètement de l'eau, des terres en lien avec quelle agriculture pour demain. Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'invitation. Je tiens à dire en préambule que quand je parle de l'agriculture, je parle de l'industrie agro-industrielle et que je ne parle pas des agriculteurs. Je fais le distinguo parce que je pense que les agriculteurs à l'heure actuelle souffrent des mêmes problèmes que nous avons en tant que consommateurs, c'est-à-dire que nous sommes tous dans un système de surproduction et de surconsommation dans lequel nous nous sommes, je dirais, joyeusement investis, puisque tout nous semblait, il y a quelques décennies en arrière, très simple, agréable, pratique, pas cher. Et je dirais que nous sommes tous dans le même bateau à ce niveau-là. Donc il a fallu du temps pour prendre conscience en tant que producteur et en tant que consommateur que ça pouvait poser ça avait des limites et ça posait maintenant des problèmes assez graves. Donc nous ouvrons les yeux un peu tous en même temps et nous avons tous des
nous allons tous dans le même sens pour pouvoir nous sortir de ces impasses. Donc voilà, ne pas se jeter mutuellement la pierre parce que voilà, nous sommes allés très souvent, nous en tant que consommateurs, dans les grandes surfaces pendant des décennies sans se poser de questions. Ce qui m'interpelle beaucoup sur votre présentation, c'est la conclusion finale, c'est qu'un autre modèle agricole qui rechercherait plus d'autonomie, de sobriété, se retrouverait particulièrement dépendant des ressources naturelles. Et je pense que c'est une conclusion assez lucide sur la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dépendants des ressources naturelles et elles sont en très 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 mauvais état à l'heure actuelle. Et il va falloir effectivement faire au mieux pour pouvoir réparer les fonctionnements des cycles naturels de façon à retrouver les services écosystémiques que nous rendait la nature auparavant et dont nous avons beaucoup bénéficié en tant que producteurs et consommateurs. Donc je pense que pour réparer retrouver des ressources naturelles abondantes et de qualité qui puissent soutenir une agriculture de qualité, qui fournit des produits de qualité, il va falloir s'attaquer donc au problème du marché agricole, des demandes, des besoins, mais aussi il va falloir s'attaquer au problème de la restauration écologique au niveau local et au niveau global. J'ai pu effectivement travailler sur la question des petits cycles de l'eau. C'est quelque chose qui est assez méconnu et sous-estimé dans la problématique écologique et climatique, mais qui est fondamental pour retrouver des ressources naturelles et des ressources en eau notamment abondantes. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ça tout de suite, rapidement. Mais c'est une donnée fondamentale. Les petits cycles de l'eau sont issus de l'évapotranspiration, de la végétation et des sols naturels. Les écosystèmes naturels évapotranspirent de manière permanente et produisent de la vapeur d'eau rafraîchissante qui approvisionne en réalité 70% des continents en eau. La majeure partie des précipitations qui tombent sur les continents ne provient pas de l'évaporation des mers et des océans, mais provient à 70% de la capacité de la végétation à transpirer de manière permanente. Et c'est ainsi qu'on a pu bénéficier jusqu'à présent d'averses douces, régulières, abondantes, qui venaient hydrater nos territoires et qui s'évaporaient à nouveau sous l'effet du soleil. Et ces petits cycles de l'eau, écoutez, ont été fortement endommagés par l'artificialisation des sols. Et quand on parle artificialisation des sols, on passe prioritairement au bitume et au béton des villes. Mais malheureusement, on ne prend pas assez en considération l'artificialisation des sols qui est due à la pratique de la monoculture agricole. Et là, on parle de béton vert à ce moment-là. Et ce sont énormément de surfaces qui, localement, et je dirais même au niveau global, ont été empêchées, qui ne peuvent plus, sont plus en capacité de produire suffisamment d'évapotranspiration, de fraîcheur, d'humidité, et qui produisent maintenant de la chaleur supplémentaire qui n'existait pas auparavant. Quand on remplace une forêt par un parking, bien tout de suite, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir de la fraîcheur et de l'humidité, on perçoit de la chaleur sensible, dite sensible, c'est-à-dire la puissance du rayonnement solaire quasiment restituée en direct. Et donc, on a remplacé des surfaces végétalisées, rafraîchissantes et humidifiantes par des surfaces qui produisent de la chaleur et que le couvercle de l'effet de serre contient autant que les radiations qui auraient dû repartir vers l'espace. Bon, excusez-moi, c'est peut-être un peu long, mais j'essaie de vous expliquer que retrouver des ressources en eau, c'est possible à condition de pouvoir retrouver et redonner suffisamment d'espace à la végétation naturelle.
C'est d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure dans l'autre table ronde, une étude HMUC a été faite par le département ici, et dans les préconisations pour le dérèglement du cycle de l'eau et faire face aux périodes de sécheresse, d'inondation, etc., il y a justement cette idée en fait d'aller vers des méthodes de revégétalisation au niveau des haies, de l'agroforesterie, de l'agroécologie, toutes ces méthodes-là que peut-être on peut mettre en discussion aujourd'hui avec vous. Pour continuer le tour de table d'échange, nous avons du coup 2 agriculteurs qui sont loin là-bas avec nous. C'est vrai que ça fait... Vous êtes loin, mais vous êtes bien là. Donc Nicolas Clerc et Nicolas Chartier, vous êtes tous les deux actifs aussi dans les syndicats agricoles. Donc Confédération Paysanne pour vous, Nicolas Clerc, et FDSEA pour vous, donc antenne départementale du syndicat majoritaire. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans votre vision à vous, parce qu'on est là pour justement mettre en dialogue les visions, par rapport à la problématique de ce qu'il y aurait à faire pour à la fois adapter l'agriculture au manque d'eau et aussi l'aider à participer à régénérer les systèmes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que ça vous paraît possible? Sans oublier ce qu'a dit aussi Valérie, c'est-à-dire la place de l'agriculteur, évidemment, qui doit rester au cœur de tout ça, et ça ne doit pas se faire au détriment d'un modèle économique qui est déjà fragile pour l'agriculteur. Voilà, quelle est votre vision? La question, c'est est-ce que ça vous semble possible, avec les moyens qui sont les vôtres aujourd'hui, d'embrasser ces questions? Et sinon, quels sont les moyens dont vous auriez besoin pour travailler ces sujets-là? Peut-être, allez, je vois que tous les regards se tournent vers Nicolas Chartier, éleveur. Pas de souci, je me lance. Oui, effectivement, je suis producteur laitier. Je vais simplement apporter une petite précision. Bon, déjà, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Je suis ici au titre aussi de la Chambre d'agriculture. Je suis élu à la Chambre d'agriculture et je pense que c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai été invité. Avant de répondre à la question, simplement aussi apporter quelques commentaires, même si c'est pas l'objet des débats et ça changera pas la tenue de la table ronde, mais dans les chiffres qui ont été évoqués, j'ai quelques petites remarques. Je pense que notamment quand vous mettez la surface irriguée, je pense qu'elle est légèrement supérieure dans le département de la Loire. Et sur les besoins en eau des cultures, peut-être que les chiffres sont un petit peu majorés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, dans le cadre de l'élaboration du PTGE qui est en cours sur le département de la Loire, la Chambre d'agriculture, on a participé à l'étude HMUC, et notamment dans la partie U d'HMUC, c'est la partie usagée. Et donc nous, on s'est intéressé à l'usage agricole, puisque c'est notre rôle, et donc on a conduit une étude sur 1 an pour arriver à faire des conclusions sur l'état actuel de l'utilisation de l'eau dans le département de la Loire, et de faire aussi une projection à l'horizon 2050, parce que c'est important de savoir à l'horizon 2050 ce qu'on pourra avoir comme ressources disponibles et comment on va pouvoir adapter notre agriculture. Ce que je voudrais poser aussi comme base, et ce qui est important quand même de le rappeler dans le département de la Loire, et je réponds un petit peu à vos propos aussi, on a un département où l'agriculture elle est encore assez diversifiée, donc je pense que c'est une vraie chance, où on a encore beaucoup d'herbes, 75% d'herbes, et la monoculture, j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas trop ça dans notre département. On a des rotations qui sont assez importantes. On a encore de la production de maïs, ça a été dit, maïs irrigué notamment. On a de la culture de céréales et quand même un gros pourcentage d'herbes qui sert essentiellement à nourrir nos animaux. Donc c'est quand même important sur notre département. Alors, en disant ça, je ne dis pas que tout est parfait et qu'on ne doit rien faire, parce que bien sûr, on doit se préoccuper et s'adapter. Et nous, ce qu'on a travaillé au niveau de la Chambre d'agriculture, ce n'est pas une seule solution pour pouvoir s'adapter, mais plusieurs solutions. On est là dans un rôle de conseil au niveau de la Chambre pour apporter du conseil aux agriculteurs. Et ce changement climatique, on le vit pleinement depuis plusieurs années. Et une seule solution ne serait pas adaptée. Donc c'est plein de petites solutions. En fait, c'est une boîte dans laquelle les agriculteurs vont pouvoir venir chercher ce qui est adapté à leur système. Et les systèmes sont différents. Certains, et pour refaire le lien avec l'eau, sont basés sur des systèmes qui sont irrigants aujourd'hui et qui produisent effectivement du maïs pour nourrir les animaux. Et puis on a d'autres systèmes qui sont plus herbagés, et notamment quand on remonte, parce que notre géographie elle est comme ça, on a une plaine et des montagnes. Et quand on remonte un peu plus sur les montagnes, on a plutôt des systèmes herbagés. Et on voit que c'est des systèmes qui s'en sortent aussi. Donc préconiser quelque chose de précis à un agriculteur aujourd'hui, ce ne serait pas adapté, c'est de pouvoir lui
proposer un panel de solutions et qu'après ils viennent chercher dans ces solutions-là pour pouvoir s'adapter. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans les solutions ou la boîte à outils que vous êtes en train de mettre en place, des exemples de ce à quoi pourront avoir accès les agriculteurs en fonction de leur domaine d'activité ? Oui, alors aujourd'hui, suivant leur localisation, je dirais, dans le département, ou leur envie, leur choix, leur investissement, parce que vous avez évoqué la partie économique, et je pense que quand même c'est une partie importante, parce que si on est agriculteur aujourd'hui, c'est pour gagner sa vie, donc il faut bien tenir compte de l'économie, pas que de l'économie, mais il faut en tenir compte. Et il y a des notions, alors sans trop rentrer dans la technique, mais il y a des notions de chargement d'animaux à l'hectare ou de chargement sur les exploitations, donc on peut aujourd'hui jouer là-dessus en enlevant quelques animaux pour avoir un peu moins de pression. Donc ça, c'est une des solutions. Ça peut aussi être par la surface détenue par une exploitation. Aujourd'hui, si on veut extensifier un petit peu, ça veut dire qu'on doit... Alors ça ne veut pas dire s'agrandir, hein. Quand je dis augmenter la surface d'une exploitation, c'est garder le même volume de production, mais avoir plus d'hectares. Même volume de production à l'exploitation, mais avec plus d'hectares. Ça veut dire qu'on extensifie aujourd'hui. Et ça, c'est réalisable par le fait que, malheureusement, on est de moins en moins nombreux, c'est un constat, hein, il est là, et donc on a des surfaces qui se libèrent. Ce qui sera important, c'est que ces surfaces qui se libèrent, elles restent productives et elles restent à l'agriculture, parce que par rapport à d'autres activités économiques, on sait qu'on a vécu de l'artificialisation dans notre département, même si c'est moins vrai aujourd'hui, et du coup on a perdu ces surfaces-là et on s'est concentré sur certaines surfaces. Je pense que ce modèle-là, il est en train de s'adapter aujourd'hui et de redevenir un peu plus extensif, c'est une solution pour s'adapter aussi. Sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que pour le coup, faire des exploitations plus grandes et plus extensives, c'est plutôt le modèle que l'on a développé depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, en quoi ça serait une solution aujourd'hui pour pallier aux problématiques que l'on soulève, en fait, que la raréfaction de la ressource en eau soulève? Non, mais je le reprécise parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe dans mes propos. Quand je dis plus grande, c'est plus grande en termes de surface, mais pas en termes de volume de production de l'exploitation. Et ça, c'est important. Vous avez, je prends des exemples un peu techniques, mais 200 000 litres de production sur 50 hectares. Demain, ce sera peut-être 200 000 litres de production sur 60 hectares. Voilà, c'est simplement la surface qui va changer, mais pas le volume. Et donc, du coup, c'est moins d'animaux à l'hectare, c'est moins d'effluents, moins d'impact sur la ressource en eau aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'évoque ces possibilités. Si il y a possibilité, parce que toutes les exploitations, et encore une fois, c'est suivant leur localisation dans le département, n'auront pas ces possibilités-là. Merci. Et sur la question de la végétalisation, sur la question des haies, il y a parfois des programmes qui permettent aux agriculteurs de replanter des haies, de réinvestir le végétal sur leurs parcelles. Est-ce que vous avez des perspectives là-dessus en travail à la Chambre d'agriculture ici ? Oui. Alors, je pourrais faire une réponse très, très courte. On est déjà pas mal dans le département parce que contrairement à certaines régions, vu qu'on n'est pas dans des régions céréalières mais avec beaucoup d'herbes, on a encore beaucoup de petites parcelles et beaucoup de haies aujourd'hui qui sont entretenues par les agriculteurs. Là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, il y a beaucoup de programmes qui sont en place aujourd'hui pour éventuellement replanter les haies. Alors, associés à parfois des restructurations de surface pour aménager des petites parcelles, parce qu'il faut être honnête aussi, pour nous, pour travailler, c'est plus facile. Ça ne veut pas dire forcément les agrandir, mais qu'elles soient plus rectangulaires, plus carrées. Et en même temps, on en profite pour replanter des haies, ça peut être une solution. Donc, les programmes, ce n'est pas que la Chambre d'agriculture qui les porte, parce qu'aujourd'hui, on a... je ne peux pas tous les citer, je vais en oublier si je me mets à les citer, mais on a aussi des partenaires qui proposent ces programmes-là de replantation et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, c'est le premier axe. Et le deuxième axe aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces haies demain et comment on les gère ? Parce que c'est bien de les planter, mais après, il faut savoir les gérer aussi, les haies. Et c'est un deuxième axe important sur lequel beaucoup travaillent aujourd'hui. Merci. Je vais passer la parole à Nicolas Clerc déjà pour voir comment vous avez envie de rebondir sur ce qui a été dit là. Et selon vous, quelles seraient les pistes et les changements que vous souhaiteriez voir à l'œuvre pour répondre à ces problématiques soulevées ? Alors, je vais compléter ce qu'a dit Nicolas Chartier. Ce qui est certain, c'est comme il l'a dit, il n'y a pas une solution pour résoudre le problème. En fait, dès qu'on s'intéresse à la problématique de l'eau et de l'irrigation, ça nous impose beaucoup de modestie, parce qu'à chaque fois qu'on pense tenir une solution, on se rend compte que si on la déploie à trop large échelle, elle devient parfois un problème. Je vais vous prendre cet exemple des prairies. Tout le monde est d'accord pour dire que les prairies ont 1000 intérêts d'un point de vue de la biodiversité, d'un point de vue du stocker le carbone dans le sol, d'un point de vue du cycle de l'eau. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs qui sont des bons techniciens ont travaillé la question de la prairie et aujourd'hui ont 1000 outils
pour exploiter mieux ces prairies. On a des herbomètres qui permettent de mesurer la pousse de l'herbe à la demi-journée. On a des analyses de fourrage qui mesurent le taux de protéines ou d'énergie de l'herbe. On a des groupes de fauche qui nous permettent de faucher à des cadences énormes très vite. On a des systèmes d'enrubanage ou d'ensilage qui nous permettent de stocker l'herbe avant la pluie. Et chacun de ces outils est l'une des solutions. Mais lorsqu'on les déploie tous, on a aussi par exemple le pâturage tournant qui permet de faire rentrer ou sortir les vaches à la demi-journée près. Et en fait, tous ces outils qui sont tous formidables et qui sont des solutions, si on les déploie tous à très large échelle, à la fin, ils deviennent un problème. Parce qu'on se rend compte que des grandes pâtures parfaitement optimisées par tous ces outils-là, d'un point de vue de la biodiversité, les environnementalistes nous disent que du coup, on ramasse toujours l'herbe au meilleur moment, quand il faut le mieux pour faire du bon fourrage pour les vaches, et que du coup, on n'a plus jamais de fleurs dans les prés. Et on a parfois des régions pleines d'herbes très vertes, d'herbes très bien exploitées, et les apiculteurs se plaignent d'avoir des abeilles qui meurent quasiment de faim dans cette zone herbagère, alors que ça paraît contre-intuitif, et ça m'embête de dire ça, mais dans certaines zones céréalières, malgré le fait qu'elles soient soumises à des pesticides, les abeilles arrivent à compenser les pertes des pesticides par la surproduction de miel grâce aux grands champs de colza ou de tournesol. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois qu'on pense tenir une solution, à la fin, elle risque de devenir un problème. On a également l'une des solutions qu'on tient au bout des doigts et qu'on a envie de développer, c'est, alors pas les méga-bassines du tout, mais plutôt les petites réserves collinaires. Et bien effectivement, une petite réserve collinaire, c'est souvent une solution pour une ou deux fermes. Et puis après, on se rend compte que si on déploie cette solution de réserve collinaire à trop large échelle, et bien à la fin, le bassin versant est impacté et toutes ces solutions mises bout à bout deviennent elles-mêmes un problème. Et donc, ça nous impose vraiment de la modestie. Tout à l'heure, on a abordé la question de la diversification agricole dans le département qui est très, très axée sur une tradition bovin viande et bovin lait, pour des raisons historiques, enfin climatiques, du talent des agriculteurs, de la tradition, des sols, que sais-je. Et aujourd'hui, on voudrait faire diversifier ça, mais en fait, il faut bien prendre en compte qu'une diversification agricole, ça ne se décrète pas comme ça. Il y a des filières qui ont été bâties avec des beaux outils industriels qui ramassent les vaches dans les fermes ou le lait, des coopératives qui sont là, qui font le boulot, et on ne peut pas, d'un trait de plume, les remplacer par d'autres filières. Je vais vous donner cet exemple rapide. Je crois que le chiffre officiel du maïs irrigué dans la Loire, c'est 7000 hectares. Ça doit être un peu plus, mais on entend parfois le chiffre de 7000 hectares. Si on enlevait 10% de la surface de maïs irrigué pour faire des légumes, on se dit, bah tiens, c'est facile, il n'y a qu'à le faire, évidemment. D'abord, ça ne se connaîtrait pas vraiment sur le cheptel en général, il resterait toujours 90% de maïs. Eh bien, ces 10% des 7000 hectares, si on les transformait en légumes, ça ferait une production d'environ 20 000 tonnes de légumes. Mais 20 000 tonnes de légumes, je vous annonce tout de suite qu'on ne sait pas où les ranger. On ne sait pas où les mettre, on n'a pas les chambres froides, on n'a pas les outils, on n'a pas les capacités de stockage, de calibrage, les réseaux commerciaux pour vendre ça. Et donc, parfois, quand on pense tenir une solution, la déployer très vite ou trop vite, ça devient un nouveau problème. Donc, c'est vraiment un changement qui va devoir se faire dans la durée, sur des décennies, qu'il faut incrémenter tout doucement. Et par contre, de ce point de vue-là, nous, les paysans, on a un problème, c'est que les agriculteurs sont très très bons pour être rationnels économiquement. C'est-à-dire que tous les choix que les agriculteurs font sont rationnels. Lorsque vous voulez convaincre un paysan de changer d'avis, parfois on entend des citoyens qui vont vers l'agriculteur en disant « mais tu ne te rends pas compte que, je donne un exemple, plutôt que d'arroser la journée, tu ferais mieux d'arroser la nuit. Ça économise de l'eau. » Ça paraît évidemment évident, mais ne vous inquiétez pas, l'agriculteur le sait déjà. L'agriculteur, il arrose déjà la nuit, et s'il arrose la journée, c'est parce que d'un point de vue de la rationalité économique, il a intérêt, en plus de l'arrosage de nuit, à aussi utiliser son outil pour arroser la journée. Et donc, il y a des biais cognitifs qui font que l'allocation rationnelle des ressources par le paysan, parfois, elle est rationnelle d'un point de vue de sa ferme, mais elle ne l'est pas du point de vue de l'intérêt général. Et à ce moment-là, ce qu'il faut imaginer, c'est des systèmes de rappel, des leviers, alors ça peut être les subventions, ça peut être de réglementation, pour inciter à des changements comportementaux de par les paysans, mais en ayant conscience du fait que si les paysans font de la façon dont ils procèdent, c'est pour des très bonnes raisons. Et donc, de ce point de vue-là, c'est l'avis de la Confédération paysanne, notre intérêt, c'est que la société civile s'intéresse à l'agriculture,
osent avoir un avis sur les modèles agricoles, osent avoir un avis sur la façon dont on alloue des subventions. Et on peut imaginer que par tous ces leviers-là, les leviers réglementaires évidemment, mais aussi les leviers des subventions qui sont accordées, en contrepartie, en échange, en accompagnement à ces aides, à ces soutiens ou à ces réglementations, eh ben on incite les paysans à faire différemment, mais en ayant toujours l'idée que s'ils font comme ils font, c'est pour une très bonne raison. Merci. Avant de passer justement sur la question des leviers, Claude, vous vouliez intervenir ? Par rapport à la discussion, je suis content d'entendre ce débat parce que finalement, je me dis, notre rôle à Partageau et en tant que citoyen, c'est de dire, voilà comment nous, on voit l'avenir. Donc là, on est à une échelle peut-être de 20 ans, 30 ans, mais c'est intéressant de voir comment aujourd'hui, ceux qui vivent l'agriculture au quotidien voient des freins. La question aussi, c'est comment transformer ces freins en levier. Par rapport justement à l'intérêt de faire un travail comme celui-là, qui est un peu prospectif, c'est par rapport à la question, par exemple, du maraîchage et de l'arboriculture. Effectivement, ça serait une catastrophe. Une catastrophe, sauf s'il y a une volonté de faire du légume et du fruit pour les autres territoires ou d'exporter. Mais là, ça a été quantifié à environ 6 000 hectares. Donc c'est clair que 10 000 hectares, ça ne serait pas adapté pour le territoire. Ce qu'il y a de bien, là, c'est que ça donne une perspective qui peut être discutée, qui peut être débattue, mais en tout cas, ça donne une limite aussi vers quoi il faut éventuellement aller. Après, sur les systèmes herbagés, effectivement, il y a une extensification qui a aussi un intérêt paysager, parce que effectivement, on avait constaté dans les années 90, dans les 30 années précédentes, où la mécanisation, l'intensification, en fournissant suffisamment de ressources fourragères sur les surfaces intensives, avait rendu certaines surfaces pentues difficiles à travailler, notamment dans les montagnes, inutilisables, ou en tout cas moins intéressantes. Et on a vu à l'époque un repli. Alors, dans la Loire, c'est pas le département où ça a été le plus fort, mais quand même on l'a vu aussi, qu'il y a pu parfois être de 20 ou 25% de perte de surface agricole par l'enfrichement. Donc aujourd'hui, s'il y a une dynamique pour les regagner, notamment par rapport aux enjeux de feux de forêt qui ont été évoqués ce matin, et des incendies par Claude, c'est André Viala, eh bien effectivement, on sera bien content si un jour dans le département on se retrouve avec les mêmes problèmes, et on commence à l'avoir un peu, à avoir des prairies autour des maisons et autour des villages. Donc il y a aussi cet enjeu qui est important. Et puis je terminerai par une chose pour aussi mettre en perspective à long terme, c'est que là, il est évoqué que ça serait... Aujourd'hui, il y a 300 hectares en gros de maraîchage sur le département et autour de 1000 hectares, un peu plus de 1000 hectares d'arboriculture fruitière. Là, ce serait de passer à 6000 hectares, donc ça veut dire quand même multiplié par 4. Aujourd'hui, il y a des dynamiques en cours. Je vois dans le Rouennais, par exemple, il y a 10 ans, il y avait 2 maraîchers. Aujourd'hui, il y en a presque une trentaine. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réelle dynamique pour développer cette production. Aujourd'hui, il y a une crise sur l'arboriculture. Ça serait dommage de laisser les arboriculteurs perdre le moral et perdre justement leur potentiel et leur capacité de rebond et d'adaptation, de les laisser tout seuls dans ce débat, parce que chacun travaille en ce moment sur le département, alors qu'on sait que ça sera un enjeu de demain. Donc voilà, c'est comment aussi, à partir de réflexions comme celle-là, en se disant, dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on veut ? Eh bien, ça peut être intéressant aussi de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, quoi ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de perdre des choses qu'on serait content de trouver dans quelques années ? Et puis peut-être, si je peux encore une toute dernière chose, c'est qu'effectivement, le changement de système de production, il n'est pas facile. Ça, c'est tout à fait. Et notamment en cours de carrière. Alors c'est vrai que moi, j'avais participé à un travail, alors c'était pas dans le département, c'était dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, où là, les agriculteurs étaient sous la pression de l'urbanisation. Ce n'était pas le changement climatique, c'était l'urbanisation. Eh bien, on avait constaté qu'il y avait parfois un passage de système laitier à un système maraîchage, mais il se faisait sous la pression de l'urbanisation, parce qu'il n'y avait plus moyen de sortir les vaches, il n'y avait plus moyen de les transporter sur les routes. Donc ça commençait... Alors les agriculteurs en place, tant qu'ils étaient dans leur carrière, entre guillemets, eh bien ils se sont adaptés comme ils ont pu. Et puis le jour où il y a eu changement, c'est souvent des maraîchers, c'est parfois les enfants même qui partaient vers du maraîchage. Donc c'est vrai aussi que c'est peut-être à intégrer dans une politique d'installation. C'est si on se donne une perspective dans 20 ans ou dans 15 ans, c'est aujourd'hui comment on gère aussi la politique d'installation.
C'est ça. Et je voulais vous demander, dans le département, est-ce qu'il y a des installations? J'ose espérer qu'il y a quand même des installations de jeunes. Et si oui, sur quel modèle est-ce qu'ils aspirent à s'installer dans votre département? Alors oui, on a un département qui installe beaucoup, si on se compare avec nos voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi beaucoup par rapport au niveau national. On a des installations aujourd'hui qui sont très très diversifiées. On en a encore beaucoup en bovin lait, bovin viande, puisque c'est nos deux productions principales et donc on a besoin de renouveler. On ne renouvelle pas à 100%, hein, ça c'est une certitude. Et puis après, et c'est là où je voulais en venir aussi, je voulais répondre par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir. On fait très très peu, voire pas du tout d'installation en arboriculture. Quand on en fait une, c'est une exception. Donc grosse inquiétude sur ce filière-là et je partage. Notre arboriculture, elle est plutôt au sud du département et il rencontre beaucoup de difficultés et malheureusement la démotivation, je crois qu'elle est déjà en place. Donc nous, c'est une filière sur laquelle on est très très attentif. Alors lié à des problèmes d'eau, mais pas que. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des autres problèmes. Il y a des problèmes réglementaires aussi, mais faire de l'arboriculture sans eau, c'est pas possible. Et on a aussi aujourd'hui beaucoup d'installations en maraîchage qui sont vraiment étalées sur le département. Donc ça, depuis quelques années, ça a beaucoup évolué, parce qu'avant, on avait des zones de concentration, notamment liées à la qualité des sols et à l'accès à l'eau. Une zone de Saint-Just-Saint-Rambert, pour pas la citer, c'est une zone maraîchère qui est encore bien maraîchère aujourd'hui, mais on avait une concentration. Et aujourd'hui, on voit que ça s'installe effectivement dans le Rouennais, dans le sud du département, et à des altitudes différentes. On arrive à installer. Après, on aura toujours besoin d'eau, comme pour l'arboriculture, pour faire du maraîchage, hein, parce que je pense que sans eau, on n'arrive pas à produire correctement. Et puis tout ça, ça se fait en étant adapté à un marché aussi. Et c'est ce qu'il faut bien voir, enfin, c'est ce que vous avez rappelé, parce que développer et produire, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas les consommateurs pour acheter nos produits et pour les consommer, ça ne fonctionne pas. Et on a un exemple de ces dernières années, malheureusement, qu'on a vécu, mais pas que sur le département, c'est par rapport à l'agriculture biologique, et notamment, enfin moi, sur ce que je connais bien, c'est la production laitière. On a eu beaucoup d'agriculteurs en production conventionnelle qui ont transformé leur exploitation en activité biologique, et malheureusement, le consommateur qui demandait ces produits n'a pas été là pour les acheter, et la filière, elle a été en très très grande difficulté. Alors aujourd'hui, on a un semblant de redressement, j'espère que ça va pouvoir durer, mais en fait, on a du lait biologique qui a été déclassé pour repasser en conventionnel, puisqu'il ne pouvait plus être vendu en biologique. Donc ça, c'est compliqué. Ça pose la question de comment on fait, justement, qui décide, à quelle échelle est-ce que ça se passe, et comment est-ce qu'on accompagne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne à la fois la demande pour que l'installation puisse à ce moment-là fonctionner, comment est-ce qu'on accompagne la... Sur cet aspect-là, oui. Il y a aussi le marché chinois qui a fait faux bond. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'agriculteurs en production laitière biologique qui ont été lancés par Sodial parce qu'il y avait une demande importante et urgente du marché chinois, une usine qui aujourd'hui est inutile et inutilisée et qui en fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, effectivement, là on est d'accord, qui sont partis et qui aujourd'hui fait qu'il y a un excédent parce qu'effectivement il y a une baisse de la consommation, mais il y a aussi le faux bond du marché chinois qui s'est arrêté. Oui, après sans rentrer dans le détail des marchés, mais effectivement, mais quand même le consommateur, j'en reviens à du local, enfin je ne vais pas dire ligérien, mais le consommateur français, quand vous l'interrogez dans la rue, il veut consommer du bio, et pas que sur le lait d'ailleurs, mais dans l'acte d'achat, on se rend compte qu'il n'est pas prêt à faire l'acte d'achat. Alors, certains, mais pas tous. Non, mais il faut être réaliste quand même. Certains, mais pas tous. Non, mais ça augmente dans On va aller vers les pistes d'action. Ce serait quand même dommage de devoir arrêter la table ronde sans avoir dit voilà quelles sont nos possibilités aujourd'hui dans vos regards, dans vos expériences. Vous avez à la fois livré un état des lieux, à la fois aussi parfois des freins qui pouvaient se présenter à vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la possibilité de lever ces freins-là? De qui est-ce que ça doit émaner? On voit bien qu'il n'y a pas une solution, mais un panel à différentes échelles, donc ça implique différents acteurs. Peut-être ce dernier tour de table, est-ce qu'on peut le faire dans cet angle vraiment de comment est-ce qu'on fait? La question c'était est-ce que c'est possible? Peut-être qu'on peut se dire que de toute façon c'est un non-choix, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui vont devoir s'opérer et comment est-ce qu'on les accompagne? De toute façon, même si on ne tient pas la solution qui va tout résoudre, sur chacun des problèmes qu'on a, il est toujours possible de faire mieux ou de faire moins pire. Et faire moins pire sur chacun des sujets, c'est déjà ça. Il y a 1000 axes qu'on peut travailler. Tout à l'heure, Nicolas a abordé la question de la taille des champs.
effectivement, les agriculteurs ont, par rationalité mécanique et technique, un besoin que les champs soient grands et longs. C'est une réalité objective, on peut calculer le temps qu'on perd à chaque fois qu'on est au bout du champ, les pertes de tassement, il y a une rationalité économique pour que les champs soient longs. Mais on peut imaginer que, en médiation avec la société civile, on se dise que les champs doivent être longs, mais jusqu'à un certain point. Par exemple, dans le département de la Loire, la plupart des agriculteurs s'accordent à dire que 300 mètres de long, c'est vachement bien, et que ça permet de faire des belles parcelles. Et puis vous allez dans d'autres départements, on va vous dire que 300 mètres de long, c'est trop petit, et qu'il faut au moins 1 kilomètre. Ça veut donc dire que ce rapport à quelle est la bonne taille d'un champ, c'est presque... On a tendance à croire que c'est purement technique, mais c'est à la fois du technique, mais c'est aussi du culturel. Et le culturel, ce n'est pas les paysans à soi tout seuls qui vont se le donner, c'est aussi en échange avec la société civile. Et donc on peut imaginer que les politiques, les citoyens, fassent une pression sur le monde agricole pour qu'ils acceptent évidemment que les champs aient une certaine taille, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un champ de 80 mètres de long où on passe son temps à faire demi-tour. Par contre, l'allongement du champ jusqu'à l'infini, c'est dramatique et ça doit évidemment être freiné et on doit avoir des cordes de rappel pour nous empêcher de cela. Et puis après se pose aussi la question de la largeur. Nous les agriculteurs, on a des arguments pour dire que les champs doivent être longs, mais on n'a pas trop d'arguments pour dire que les champs doivent faire 500 mètres de large. On en a même 0. Et donc on pourrait imaginer que, en échange de toutes les subventions agricoles qu'on touche, eh bien, il y ait des contreparties sur la taille des champs et la présence ou non de haies. Actuellement, c'est très peu le cas. Si on veut être honnête, toutes les réglementations de la PAC qui poussent aux surfaces d'intérêt environnemental, elles ont toutes été siphonnées et on a moyen de les contourner à travers des pseudo-diversités. En gros, il n'y a personne qui est soumis aux pénalités par manque d'arbres ou de haies ou de mares dans le département de la Loire. Il y a toujours moyen de se faufiler. Pour ceux qui ne connaissent pas la PAC, justement, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'elle subventionne aujourd'hui, à quelle hauteur et sous quelles conditions? Comme ça, on voit déjà qu'est-ce qui existe et comment ça pourrait évoluer. La PAC, déjà, je vais corriger un quiproquo que les Français ont sur la PAC. La PAC, donc, c'est plus de 10 milliards, entre 10 et 15 milliards d'euros, selon les enveloppes qu'on prend, que l'Europe distribue aux agriculteurs français, mais c'est de l'argent français. La France envoie de l'argent à l'Europe et les restitue. Par contre, il faut vraiment que les Français soient conscients du fait que chaque pays a sa version propre de la PAC et que la PAC française est différente de la PAC italienne ou de la PAC allemande. En Italie, il y a des primes à l'abattage qu'il n'y a pas en France. Un pays peut choisir dans son enveloppe PAC de favoriser les prairies plutôt que les céréales et peut choisir de favoriser les petites fermes plutôt que les grosses ou les grosses plutôt que les petites d'ailleurs, ça marche dans tous les sens. Et donc, chaque pays peut faire sa propre PAC et parfois les politiques français par facilité de langage, ont tendance à dire la PAC, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Et alors, quand on se dit c'est Bruxelles, on se dit qu'on n'arrivera jamais à rien changer, alors que non, la version française de la PAC pourrait être très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une question de volonté nationale. Donc, n'accusons pas Bruxelles de tout. Ils font déjà assez de conneries à eux tout seuls. Merci pour ce cadre. Mais du coup, quelle est-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle privilégie, la PAC, aujourd'hui en France? La PAC française, aujourd'hui, elle a tendance à donner une prime à l'hectare. Alors, il y a une vraie logique, en fait. Je pourrais vous expliquer pourquoi, rationnellement, il a été logique de donner une prime à l'hectare. Ça s'est fait à une certaine période, dans un contexte économique de mondialisation. Ceux qui l'ont fait ont cru bien faire, peu importe. Aujourd'hui, on pourrait se dire que, comme l'a dit Nicolas, on a envie que les fermes s'agrandissent un petit peu parce qu'avoir quelques hectares de plus, c'est pratique pour le réchauffement climatique. Mais par la PAC, on pourrait faire en sorte que ces agrandissements soient limités à une certaine proportion. Et on pourrait faire en sorte que, à partir de, je prends un chiffre, dans le département de la Loire, en élevage bovin, peut-être qu'à partir de 100, 110, 120 hectares par actif, ça commence à faire beaucoup et on pourrait minorer les primes PAC pour tous les hectares qui dépassent. Actuellement, ce n'est pas vraiment le cas, ou très très peu. On pourrait favoriser les primes pour, par exemple, les maraîchers. Pendant 30 ans, ils ont été vraiment, on peut le dire, les cocus de la PAC, ils avaient droit à rien. Alors depuis 3-4 ans, il y a un petit début de prime qui tombe pour les micro-maraîchers de moins de 3 hectares, mais il y a encore plein de petites clauses qui fait que parfois les gars, parce qu'ils ont un âne dans un pré, finalement, ils ne sont pas dans la bonne colonne, ils ne touchent rien. Donc il y aurait 1000 choses à faire pour, avec cet argent, favoriser certains modèles agricoles et, encore une fois, demander des contreparties. Et pour reboucler avec notre question qui est de l'eau, l'irrigation aujourd'hui, dans la PAC agricole aujourd'hui, on a encore des reliquats de primes d'irrigation. C'est-à-dire qu'au moment où on a versé les primes, on a considéré que les paysans, c'était il y a 20 ans, ou plus, même 30 ans, les paysans qui irriguaient
avec l'alignement sur les cours mondiaux du maïs, allait être plus perdant que les paysans qui n'irriguent pas parce qu'ils ont des plus gros rendements. Donc à l'époque, on s'est dit c'est logique qu'ils touchent un peu plus d'argent parce qu'ils ont des plus gros rendements. Donc les paysans irrigués touchaient plus de primes que les paysans non irrigués. C'était logique, n'en revenons pas. Mais aujourd'hui, on traîne dans l'historique de la PAC encore une partie de ce delta entre les agriculteurs qui est aujourd'hui moins justifié. Et on pourrait choisir, ou pas justifié du tout, et on pourrait le corriger. Pour le moment, on le fait encore pas ou pas assez. Et pour finir sur l'irrigation, et je dis plus rien après, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, non seulement on égalise ça, mais en plus, je le dis, je suis irriguant, hein, c'est pas, on pourrait considérer que les paysans irrigants, qui ont un petit avantage comparatif par rapport aux autres, parce qu'avoir de l'eau, c'est quand même un sacré avantage, on pourrait se dire, les paysans irrigants, peut-être qu'ils pourraient avoir aussi une petite contrepartie, une petite exigence environnementale supérieure aux autres. Quelques kilomètres ou centaines de mètres de haies en plus, la présence de 1, 2 ou 3 mares par ferme. Après tout, on a de l'eau, on pourrait remplir les mares en début d'été pour les grenouilles ou les petits mammifères, que sais-je. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas dans la PAC. Ça pourrait l'être. Donc il y a une grosse marge réglementaire là-dessus. Valérie, vous vouliez réagir ? Oui, je reviens sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, que dans la Loire, il y a peu de monoculture. Mais en fait, le problème que pose la monoculture, en plus d'évapotranspirer beaucoup moins que la végétation naturelle, c'est aussi, en fait, ça se retrouve, il n'y a pas besoin de monoculture dans les champs pour avoir le même problème de compaction des terres à cause des engins très lourds et qui créent une semelle de labour environ 30 à 50 cm sous les champs. Et ça se retrouve malheureusement même en agriculture biologique. C'est un souci majeur pour ce qui est de conserver l'eau dans les terres et permettre au sol de rester vivant et aussi d'empêcher l'aggravation des inondations par ruissellement. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser sur la gestion de l'eau dans les pratiques agricoles. Je parlais tout à l'heure des petits cycles de l'eau qui permettent à l'évapotranspiration et aux précipitations de renouveler le cycle de l'eau, mais il y a aussi la capacité des sols à absorber en profondeur les précipitations. Et ça demande effectivement une réflexion approfondie face au changement climatique. Du coup, au-delà de la bio, d'avoir des pratiques régénératives des sols comme l'agroforesterie ou l'agroécologie. Et ça, comment est-ce que vous imagineriez que, par quels moyens, par quel levier, est-ce qu'on pourrait travailler là-dessus pour aider les agriculteurs qui le souhaitent, qui le peuvent, à cheminer vers ce type de changement de pratique ? Je pense qu'ils ont maintenant suffisamment d'informations et de formations à leur portée pour, par exemple, se mettre à mettre en place des couverts végétaux de façon systématique pour recouvrir les terres, laisser pendant les hivers, jamais laisser les terres à nu et permettre ainsi aux terres d'être toujours protégées par un couvert végétal. Il y a X espèces végétales comme les légumineuses, la févrole et plein d'autres cultures qui peuvent être utilisées pour protéger les sols du ruissellement et de l'érosion, ce qui est aussi un problème majeur au niveau des ressources naturelles. Donc voilà, les couverts végétaux, le labour qui pose aussi un très grand problème. Quand j'avais fait mes premières recherches pour le documentaire Dobravoda, il y a plus de 10 ans, j'ai rencontré un pionnier dans le Gers qui était passé après 20 ans de conventionnel à des méthodes de couverts végétaux. Il arrivait donc à cultiver ses 150 hectares sans irrigation, sans labour et sans intrants chimiques, grâce aux couverts végétaux et à une herse réglée sur 5 cm pour griffer simplement la terre. Donc ce sont quand même des méthodes qui peuvent être adaptées à chaque cas. Comme le disait très justement tout à l'heure, chaque cas est particulier et dès qu'on passe à une échelle, je dirais, quasi industrielle, c'est là que les problèmes se posent. Mais on peut effectivement adapter à chaque ferme les solutions les plus adaptées.
dans ce genre-là. Savoir que pour absorber l'eau et éviter les besoins en irrigation, les sols ont besoin d'être vivants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que leur faune et la macrofaune, la microfaune qui vit dans les sols, les bactéries, les réseaux mycorhiziens qui favorisent les échanges entre les plantes et les sols, puissent exercer leur fonction et permettent ainsi de rendre les sols à la fois fertiles et capables d'absorber l'eau et de la restituer quand il y en a besoin. Tout ça, ce sont des procédés en fait qui sont devenus, je dirais, incontournables face au changement climatique parce qu'on fait face à un ruissellement et à une érosion des sols qui est absolument phénoménale. Et c'est toute la fertilité des champs qui part à chaque précipitation, en posant de graves problèmes sur les routes, les fossés qui sont comblés, etc. Je pense que maintenant, oui, ces pratiques culturelles doivent être mises en place le plus rapidement possible et que des formations sont maintenant suffisamment à la portée des agriculteurs pour s'y mettre. Et la question est justement, c'est au-delà de la question de la baisse de la consommation en eau ou de la sobriété, de l'irrigation ou de la taille des exploitations, au-delà de la question même du bio, du coup, est-ce que cette question du fonctionnement même des sols et des changements que ça implique en termes de pratiques agricoles, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous sentez, alors peut-être informé, mais est-ce que vous êtes suffisamment accompagné? Est-ce qu'il y a des programmes au niveau départemental qui prennent en compte cette dimension en fait écosystémique de la vie des sols et de la manière dont ça pérennise l'activité agricole ou pas? Voilà, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça percole jusqu'à vous en tant qu'agriculteur et dans les instances aussi que vous représentez? Ou est-ce qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui pour parler clairement? On y est depuis quelques années. Allez-y, recommencez. On y est. Oui, je disais, non, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on a un service agronomie avec des conseillers donc, qui sont là parce qu'on est dans notre rôle de conseil donc, pour accompagner les agriculteurs. Donc, c'est des thèmes qui sont éminemment travaillés et le but, c'est de proposer après des formations à destination des agriculteurs pour qu'ils puissent comparer leurs pratiques et pouvoir avancer. Mais c'est un sujet qui est vraiment dans la tête des agriculteurs. Il n'y a pas que la Chambre d'agriculture d'ailleurs qui travaille sur ce sujet-là, il y a beaucoup d'autres structures et je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avancer. On n'est pas à un résultat parfait, mais le sujet est quand même bien pris en compte. Je le redis aussi parce qu'à chaque fois, moi ça me chagrine, mais attention, on est dans le département de la Loire, on a encore beaucoup de prairies, quand on parle d'érosion, on est concerné, mais je pense qu'on est moins concerné que d'autres départements quand même, donc c'est important. Et après, je voulais aussi, pendant que je tiens le micro, revenir un petit peu quand même sur la gestion de l'eau et l'utilisation de l'eau, et notamment sur l'irrigation, parce qu'elle est parfois décriée, l'irrigation. Et aujourd'hui, on a des outils de pilotage, et notamment au niveau de la Chambre d'agriculture, on a mis des outils de pilotage pour accompagner les agriculteurs avec des bulletins d'irrigation qu'on diffuse, avec des sondes tensiométriques dans les sols pour mesurer l'état de sécheresse et pouvoir déclencher l'irrigation au bon moment. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je veux dire, c'est pas le matin on se lève, on sort l'enrouleur, aujourd'hui ça me fait plaisir, je vais irriguer ma culture, j'irrigue ma culture. Tout ça, c'est piloté. Donc ça veut dire que dans le... Il y a une petite moue à côté qui fait ça, je ne sais pas si... Tout ça, c'est piloté. Finissez d'abord. Non. Je pense que là-dessus, c'est important parce qu'il ne faut pas enlever la technicité des agriculteurs aujourd'hui qui pilotent ça du mieux possible parce qu'il y a un enjeu, des enjeux, je dirais, à plusieurs niveaux. Donc ça veut dire que par rapport à cette ressource qui va se raréfier, on a des outils pour pouvoir adapter et continuer à s'adapter demain par rapport aux besoins de nos cultures. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport au changement climatique, et ça c'est une notion qui fait peut-être pas plaisir, mais que nous on a mis en avant dans l'étude HMUC que j'ai citée tout à l'heure, c'est que demain on aura besoin de plus d'eau qu'aujourd'hui pour les cultures. Les cultures, c'est du vivant, c'est comme un être humain, quand il fait chaud, on boit plus. Et une culture, ce sera la même chose. Donc il faut aussi qu'on arrive à intégrer ça, c'est que 1 degré, 2 degrés de plus, des périodes de tension supplémentaires vont demander plus d'eau. Et on en aura moins ? Et on en aura moins. Donc là, on a vraiment des courbes qui se croisent. Donc on a à travailler sur ce sujet-là. Moi, je suis assez confiant quand même, parce que quand on dit plus d'eau, j'ai cité les outils de pilotage, etc., qui fait qu'on va pouvoir... le matériel aussi s'est amélioré. Il y a aussi la recherche qu'on n'a pas citée, qui doit pouvoir nous aider sur des plantes. On décrit le maïs. Aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas trouvé mieux. Pour nourrir nos animaux et faire des rations équilibrées avec de l'herbe,
c'est le maïs qui convient le mieux. C'est peut-être désagréable à entendre, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de produire. Je l'ai dit que c'était désagréable à entendre. Hein. C'est surtout discutable. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Il y a quand même le soja qu'il faut apporter en complément. C'est pas une ration équilibrée, le maïs. Pas forcément si vous êtes avec des rations herbagères. Mais bon, après, on va rentrer dans de la technique. Et puis, il y a un dernier point aussi que je voulais aborder parce qu'on ne l'a pas cité. Et là aussi, ça peut faire débat, mais je vais le citer volontairement. C'est la notion de stockage de l'eau. Je pense que demain, on va l'aborder dans la table ronde Nicolas l'a suivante. cité un petit peu, mais il faudra vraiment qu'on puisse se pencher sur ce sujet-là à notre échelle départementale. On a déjà fait des choses. Il y a des grands ouvrages aussi, il faut qu'on ait un petit peu d'historique dans notre tête qui ont été réalisés et qui nous servent aujourd'hui. Si on n'avait pas Grandjean, si on n'avait pas le canal du Forêt, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, notamment dans la plaine. Donc c'est un objectif de maintenir ce qu'on a déjà pour nous, pour l'agriculture, et de développer éventuellement et de garder de la complémentarité. Parce que l'irrigation, aujourd'hui, elle nous sert à produire du fourrage sur les sols les plus fertiles. Et après, ces fourrages sont autoconsommés par les animaux, mais pas que sur les exploitations qui sont dans ces secteurs-là. Ça sert aussi pour les autres exploitations du département. Je le sais parce que j'en fais partie. Je suis moi-même producteur laitier sur une zone de coteaux. Je n'ai pas d'irrigation, mais je me complète mes besoins et mes stocks par de l'achat sur des parcelles irriguées. Donc c'est cette complémentarité-là qu'on a besoin. C'est spécifique dans le département, mais ça doit exister ailleurs. Et ça, il faut qu'on arrive à le maintenir. Et développer un peu de stockage, je pense que ce n'est pas un gros mot. Il faut le faire de manière réfléchie, au bon endroit, que ce soit adapté. La taille, on peut en discuter. On n'est pas sur des bassines dans le département de la Loire. Donc on aura des besoins demain. Il faut savoir respecter le cycle de l'eau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a beaucoup de soucis. C'est aussi de On va passer aux questions. je vais juste terminer là-dessus. Je pense que ce n'est pas qu'une réflexion agricole. C'est une réflexion multi-usage sur le stockage qu'il faudra avoir demain. Tout le monde veut parler maintenant. Vous n'avez plus de place pour vos questions, mais on va faire rapidement. Vous vouliez d'abord... Oui. Pour rejoindre ce qui a été dit au début, c'est vrai qu'il n'y aura pas qu'une seule solution, mais aussi on a le choix entre de foncer vers le technosolutionnisme, c'est-à-dire croire que la technique nous permettra de tout régler, ou au contraire, ou en complément de cela, aller voir aussi ce qui dans les écosystèmes, ce qui dans l'organisation de l'espace peut permettre de remettre en cause le modèle, et certainement aussi, là, il n'y aura pas qu'une seule solution, quoi. Le technosolutionnisme ne sera pas la seule solution. Et il y a des visions qui s'opposent. Il va falloir là aussi mélanger. Du coup, restez à la prochaine table ronde, parce qu'on va en parler à la prochaine table ronde. Nicolas, rapidement comme ça, ou alors vous gardez en tête ce que vous voulez dire et vous le placez dans une question. Ah non, j'ai le micro, je le garde. Oui, on a vu avec ce qu'a dit Nicolas qu'en fait, tout est interconnecté. Et vous voyez, par exemple, le fait qu'on autorise l'importation de beaucoup de soja en France rend rationnel une production de maïs plus importante. En gros, le maïs a un intérêt en complément des fourrages, et lorsqu'on a beaucoup de soja, on a intérêt à faire encore plus de maïs. Et donc parfois, c'est par un autre bout qu'on reboucle le circuit. Pourquoi est-ce que quand on importe plus on importe de soja, comme le soja c'est beaucoup de protéines, on a intérêt à faire plus d'énergie, et le maïs c'est beaucoup d'énergie. Et on a déjà un peu de protéines dans les bons fourrages, dans les bons prés, dans les bonnes luzernes, sauf qu'on n'en a pas des quantités. Et donc, si on n'avait que nos prés, on aurait intérêt à faire une certaine quantité de maïs, mais grâce au soja importé, on a intérêt à faire encore plus de maïs. Et donc en fait, vous demandez aux agriculteurs de faire moins de maïs alors qu'ils ont du soja à disponibilité qui leur rend rationnel de faire plus de maïs. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue là. C'est contre-intuitif. Un dernier petit point sur les solutions, notamment sur le zéro labour. Alors non seulement la Chambre fait des choses, mais aujourd'hui avec Internet, chaque chambre n'a pas à tout réinventer. Il y a des données qui sont disponibles au niveau national. On peut s'inspirer de ce que font d'autres chambres d'agriculture dans d'autres départements. Il y a des vidéos passionnantes, vers de terre production. Il y a des dizaines et des centaines d'heures de séminaires sur le zéro labour à des niveaux hyper pointus, enfin trop pour moi d'ailleurs. Et en termes de leviers qu'on pourrait exploiter, on cherchait des petites solutions. Vous voyez, l'an dernier, il y a eu les agriculteurs qui avaient été mis au courant par les concessionnaires d'irrigation ont réussi à choper en se mettant au bon endroit, au bon moment sur Internet, la subvention qui permettait de changer l'enrouleur en étant subventionné. Alors il fallait être bien au courant, c'était pointu, il fallait se faufiler pour choper la sub, pour avoir un enrouleur tout neuf. On aurait pu imaginer qu'à la place de la subvention sur les enrouleurs pour quelques agriculteurs initiés, la collectivité ou les instances agricoles choisissent de subventionner
les semences de couverture hivernale pour les cultures, ou bien les matériels qui permettent de semer en zéro labour. Donc le choix des subventions, ça oriente aussi les itinéraires agricoles. Merci. Il y a dans le public des agriculteurs, il y a des spécialistes de l'eau, des personnes concernées, des citoyens. C'est le moment de relater un petit peu les questions qu'ils ont pu se poser pendant la table ronde. Comme ce matin, donc beaucoup de questions qu'on ne pourra pas toutes répercuter maintenant, vu le temps, mais par contre, elles vont toutes être mises en ligne, parce que je crois que c'est important que l'ensemble des participants et les intervenants puissent prendre connaissance de tout ce qui est demandé, et que dans la suite de Partageau, peut-être qu'il puisse y avoir aussi des éléments apportés de manière assez spécifique. Je crois je me suis permis d'identifier 5 questions qui sont vraiment plus sur le thème de l'eau, puisque c'est quand même le sujet de la journée. Donc ça peut concerner les deux Nicolas, c'est marqué comme ça. Ouais. Ça peut concerner Valérie, par exemple. Donc voilà, il y a une question qui est finalement que pensez-vous du travail du sol qui permet de stocker et garder l'eau en cas de forte pluie? Donc ça a été déjà un tout petit peu abordé par Valérie Valette. Ensuite, et ils ont répondu, les deux Nicolas, aussi, sur cette question du sol un peu. Ouais. Donc je dis les 5, ça permettra d'alimenter un petit peu. Ensuite, comment on justifie l'arrosage possible des cultures et l'interdiction d'arroser le jardin familial? Pardon, voilà. J'ai pas compris. Comment on justifie l'arrosage possible des cultures, mais l'interdiction d'arroser le jardin familial quand il y a un arrêté préfectoral, par exemple? Le potager, hein. Bon, c'est ça. Hein. Ensuite, les hortensias. Je vous les cite, et puis après, vous aurez quelques minutes pour y revenir. L'élevage étant un très grand consommateur d'eau, comment envisagez-vous les années à venir dans chacun de vos syndicats sur cet aspect, bien entendu? Ensuite, deux éléments là, qui touchent plutôt à la qualité, à la pollution. Pollution de l'eau, certains pays ou des régies de l'eau aident financièrement les agriculteurs bio, car il n'y a pas besoin de dépolluer et de faire payer les agriculteurs. Et dans ce cas-là, ça pousserait peut-être à faire payer les agriculteurs qui utilisent des pesticides et qui donc polluent la ressource en eau. Dernière question autour de l'eau. Pourquoi n'aide-t-on pas préférentiellement, et là ça s'adressait spécifiquement aux représentants de la Chambre d'agriculture, donc Nicolas Chartier, la répartition des aides nationales et européennes? Donc, pourquoi n'aide-t-on pas préférentiellement l'agriculture moins consommatrice d'eau? Voilà, donc je le livre rapidement. Et ouais. Merci. Je propose que les deux Nicolas, vous puissiez peut-être embrasser un peu ces thématiques-là dans vos réponses. Et puis Valérie, comme vous avez, notamment pour votre documentaire, beaucoup sillonné la France, ça peut être aussi intéressant d'avoir des retours d'expérience de ce que vous aurez pu observer dans d'autres territoires que celui de la Loire pour venir nous nourrir. Est-ce que, du coup, sur la question du sol, sur la question de l'élevage, sur la question de la répartition des aides, ça, on a essayé d'aborder un peu la question de comment est-ce qu'on accompagne en fait certaines pratiques plutôt que d'autres. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors, vous êtes content d'être là? Exactement, ravi. Surtout la dernière. Non, mais c'est un grand sujet quand même, la question des aides. Si je ne veux pas rentrer dans le détail de la PAC, parce que la PAC c'est un sujet qui est devenu compliqué aujourd'hui sur ce que nous-mêmes on perçoit sur nos exploitations. Si vous me laissez un crayon et 2 heures, je pourrais vous l'expliquer, mais sinon à moi j'y arriverai pas. Non, mais très franchement. La prochaine fois on fait ça, 2 heures un crayon et on a tout sur la PAC. Non, mais c'est devenu un système qui est quand même assez complexe. Hein, il faut être honnête. Et après, nous en tant que Chambre d'agriculture, on n'a pas d'influence sur les aides qui peuvent être distribuées à tel ou tel agriculteur. On est là pour les conseiller et pour les informer des aides possibles, mais quand même, aujourd'hui, il ne faut pas non plus dire les aides, on les oriente tout vers tel ou tel agriculteur ou telle agriculture. Je pense qu'elles sont réparties. Alors après, on peut débattre de la façon dont elles sont réparties, et les orienter un peu différemment, mais quand même. Effectivement, il y a des subventions et des aides pour les irrigants, pour le matériel, pour les réseaux d'irrigation, pour du renouvellement, pour de l'investissement, etc. Il y a aussi des aides pour de l'agriculture de conservation et pour tout ce qui est outils de travail du sol simplifié. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que les aides, elles sont réparties aujourd'hui et qui sont accompagnées. On a aussi l'État. Alors l'État indirectement par le biais des agences de l'eau qui, après, au niveau des territoires,
ça rebondit plutôt sur nos syndicats de rivière, conduisent des actions et ont des plans d'action sur 3 ans, sur une durée qui est déterminée, et dans lequel il y a des actions pour l'agriculture, pour le maintien des haies, pour l'hydrologie régénérative. Enfin, voilà, on a un certain nombre d'aides qui passent par des acteurs du territoire et qui après sont à destination des agriculteurs. On a des groupes qui sont constitués aussi comme ça sur le pâturage, le maintien du pâturage, le pâturage tournant, ça a été cité tout à l'heure. Donc tout ça, il n'y a pas rien qui est fait. Aujourd'hui, on a des actions qui sont en place, il faut quand même le dire. Sur une des questions qui est de ce qui nous met en tension sur tous les étés, qui est géré au niveau départemental, arrêté 4 sécheresse et la gestion de crise, on va dire, je vais vous rassurer, quand vous êtes impacté sur votre jardin parce que vous ne pouvez pas ou peu irriguer, on l'est aussi sur nos cultures et sur l'agriculture. Et on est, on va dire qu'on est au même niveau, parce que quand vous êtes impacté, on est impacté, mais on est en plus, oui. Mon voisin me dit, nous aussi, on a bien un jardin, pas toujours, mais on en a parfois un. Donc Ils sont on est doublement aussi. impactés alors. Non, mais ce que je veux dire là, c'est que l'arrêté cadre, il est là pour gérer l'eau en général, parce que l'eau, elle appartient à personne, finalement. Et donc, les industriels sont concernés, l'agriculture est concernée, les particuliers sont concernés, les collectivités sont aussi concernées. Donc, on est tous dans le même bateau quand on est comme ça, avec des niveaux de restrictions qui sont parfois différents, mais on est tous là autour de la table. Sur la question de la qualité de l'eau, est-ce que c'est pris en considération la question de la pollution ? Là, ce matin, il a été raconté un exemple d'une commune dans l'Aude où le puits a été contaminé aux pesticides et ça avait un impact pour toute la population. Est-ce que ce sont des choses qui sont présentes dans les programmes d'agriculture ? Vous pourrez répondre juste après aussi, si vous voulez, l'autre Nicolas. Oui, de toute façon, au niveau de notre chambre d'agriculture, on a un volet gestion de l'eau, donc au niveau quantitatif, et puis aussi on a un volet gestion de l'eau au niveau qualitatif. Alors on n'est pas, je ne veux pas dire qu'on est acteur au sens propre sur la qualité de l'eau, mais on participe aux différentes commissions qu'il peut y avoir au niveau de l'État, enfin au niveau départemental. Donc on suit ce sujet-là avec attention, et après, encore une fois, je me remets dans le rôle de conseil. C'est d'accompagner les agriculteurs vers les pratiques qui permettent de réduire la consommation d'intrants ou de produits phytosanitaires, notamment enfin, il y a peut-être des choses qui vont vous parler, mais il y a des groupes, ce qu'on a appelé des groupes 30 000 à l'époque, qui se sont mis en place. Donc c'est l'occasion de faire réfléchir des agriculteurs, ou des groupes défis aussi, donc défis parce que produits phytosanitaires, pour essayer de baisser la consommation de produits phytosanitaires. Là-dessus, on a beaucoup progressé. Si on revient en arrière et qu'on regarde dans les années 80-90 ce qui était fait et ce qu'on fait aujourd'hui, on utilise des doses vraiment infimes. Alors, je ne veux pas crier par rapport à ce qui se faisait. Ça réagit un peu. Oui, non, mais par rapport à ce qui se faisait avant, parce que chaque pratique correspond à son temps. Mais quand même, il y a encore des marges d'amélioration, je l'entends aussi, mais on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Nicolas Clerc, rapidement du coup, pour que Valérie Valette puisse aussi s'exprimer. En fait, d'un point de vue de la qualité de l'eau, moi je trouve que l'information descend très peu vers les fermes, mais à vrai dire, elle descend très peu vers les communes. Alors, c'est vrai que les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables ni des nitrates dans l'eau, ni des polluants dans l'eau, mais bon, forcément, on est des gros acteurs qui impactent cette donnée-là. Et ben, moi, je peux vous dire que les agriculteurs ne reçoivent jamais un courrier annuel qui leur dit dans votre commune, sur votre bassin versant, sur votre petit ruisseau, ça s'est amélioré collectivement ou ça s'est dégradé. De même que les communes, c'est jamais un sujet qui est abordé en conseil municipal, ça. Hein. La qualité de l'eau, c'est quelque chose qui reste dans les circuits plutôt départementaux de la clé. Mais moi, en tant que paysan, je ne vois pas à quel moment j'ai pu être mis au courant par les services publics qui font les analyses, parce que ce n'est pas la Chambre qui va faire les analyses, hein, que sur ma commune, le ruisseau qui est à côté de chez moi s'est amélioré ou dégradé depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. On est toujours dans le flou. Ok, ça rejoint la question de transparence et de rapport aux données dont on a parlé ce matin. Valérie, du coup, et on sera obligé de clore après. Écoutez, moi j'ai envie de parler juste pour conclure de cette problématique de filière, de débouchés, de production, de surproduction. Effectivement, on est dans un département, la Loire, mais qui est obligé de composer avec le marché global et le marché à l'exportation notamment. Et ce sont des contraintes économiques qui obligent à perdurer dans des systèmes qui ne sont pas pérennes, ne sont pas durables.
Et je voudrais juste citer un chiffre. La surface utilisée pour cultiver le gaspillage alimentaire au niveau mondial équivaut à la surface de la Chine, rien que le gaspillage alimentaire mondial. Donc en fait, et le gaspillage, la surproduction et le gaspillage alimentaire que ça entraîne occupe un quart des terres cultivées. Donc on pourrait se dire que presque, dans l'absolu, un quart des terres cultivées qu'on voit autour de nous pourraient être rendues à la végétation. Je ne dis pas ça pour affoler nos amis agriculteurs, mais c'est pour vous dire la marge de manœuvre qu'on a pour revégétaliser la planète et restituer, rétablir les petits cycles de l'eau et les autres fonctions naturelles. Merci beaucoup. Je vais remercier tous ces messieurs et puis je vais garder Valérie avec moi puisque vous êtes aussi sur la prochaine table ronde. Merci pour votre présence.